Alors bonsoir à tous, en guise d'introduction, je voudrais quand même vous dire que je suis très heureux parce que, au Hachem, à la suite du premier cours, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me poser des questions sur des cas pratiques, sur des cas concrets, et au fond c'est ça tout le but. D'accord? Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de donner un petit peu des grandes lignes. On va voir des excusez-moi. Désolé. Alors déjà, on commence à excuser Mickaël qui n'a pas pu être avec nous, qui va essayer de joindre quand même. Malheureusement, son fils a eu un petit truc, tout va bien, mais on va faire le cours pour la Yeshua Hashem de Eliaou Ben Yehudit. Alors ce que je disais, j'étais particulièrement content, particulièrement heureux du fait que, à la suite du premier cours, beaucoup de gens ont pris l'initiative de m'appeler pour me poser plein de questions qui les touchaient eux dans leur quotidien. Pourquoi j'ai trouvé ça particulièrement important et notable? Parce qu'au fond, c'est tout le but. D'accord? C'est-à-dire que tout le but de ce cours, c'est pas un cours de pensée juive, c'est pas un cours, on va dire des trucs, c'est intéressant, c'est joli, etc. Tout le but, c'est d'arriver à ramener ça dans nos vies et à se poser les questions qui correspondent vraiment à nos vies, à ce qui nous concerne, à nos problématiques, etc. D'accord? Donc, à la suite du cours, je serai heureux de recevoir toutes vos questions. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des questions qui étaient pas évidentes, dont une question que j'ai soumise aujourd'hui aux gens du Rav Ovadia Yosef, au Rav Aaron Boutboul, voilà, que je vous expliquerai dans la suite du cours. En tout cas, on reprend un petit peu ce qu'on a dit pour comprendre. On a face à nous, d'accord, trois grandes classes de problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on va essayer de faire de la vente. On a le premièrement, c'est Issur Gesel. On a interdit de voler. C'est quoi voler? Voler, c'est prendre de l'argent qui ne nous revient pas. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple, donc ça peut être soit être un pickpocket, c'est-à-dire subtiliser de l'argent sans que l'autre s'en rende compte, soit être un braqueur, c'est-à-dire lui prendre de l'argent de force, ou bien voler une personne, lui voler de l'argent, en s'arrangeant pour que cette personne soit d'accord de faire le deal avec nous. Ça veut dire que si par exemple, je vais faire croire à quelqu'un que cet objet-là vaut 1000 alors qu'en fait il en vaut que 100, je lui vends, donc lui était d'accord. Mais comme il l'a acheté sur une base de mensonge, j'ai transgressé l'interdiction de vol. Je lui ai volé 900. Pourquoi? Parce que je lui ai vendu à 1000 quelque chose qui vaut 100. Ça ne s'appelle pas que j'ai fait une bonne affaire, ça s'appelle que j'ai volé. D'accord? Donc on a l'interdiction de vol. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de choses qui est du vol. D'accord? On va parler de choses, c'est-à-dire que on va voir qu'il y a un problème, même si in fine, je vais arriver au prix de la chose, eh bien, je vais avoir aussi un autre problème de Gnevada qu'on va expliquer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a un problème en histoire de Honah. Il faut savoir une chose, que si si je vends un objet à plus de 20% que son prix, d'accord, on pourra faire un jour un cours là-dessus, c'est quoi son prix, comment est-ce qu'on fixe le prix, dans quel cas, etc. En tout cas, si je vends un objet au-delà de 20% de son prix, non seulement j'ai volé la personne qui a acheté, et en plus j'ai transgressé un autre interdit de Ona'at Mammon, et la personne qui aura acheté l'objet au mauvais prix, eh bien, aura le droit d'annuler la transaction. D'accord? Donc on a dit premièrement l'interdit de vol, l'interdit de Ona'a, c'est-à-dire de vendre un objet au-delà de son prix, au-delà de 20%, qui laissera le droit à la personne d'annuler la transaction. Et on a une troisième problématique, qui est la problématique du mensonge. Il y a écrit dans la Torah, Midvar Sheker Tilchak. Et donc, indépendamment de tout, du vol ou pas du vol, j'ai un interdit de mentir. D'accord? Donc, j'ai pas le droit, par exemple, de vous dire bonjour les amis, vous savez, je sais pas, là en ce moment, je suis au bureau. D'accord? Je suis pas au bureau, je suis à la maison. Donc, bien que je vous vole pas, je suis pas en train de vous voler, en train de dire ça. Je suis pas en train de tirer un profit particulier. Le simple fait de mentir est en soi un interdit. Donc, on a dit le vol, on a le mensonge. On a un quatrième interdit qui est celui dont on va parler ce soir, qui est la Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, alors à chaque fois je me fais le même problème parce que je ne sais pas comment bien le traduire en français, d'accord? Mais Gnevat, c'est le fait de voler. Da'at, de voler la compréhension de la personne, d'accord? D'après Rachid, on appelle ça voler le cœur d'une personne. Faire croire quelque chose à quelqu'un, d'accord?
Donc ça, c'est un problème au-delà du fait de le voler de Onaa ou de Sheker. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais faire croire à quelqu'un que, par exemple, je lui ai rendu un service, on va voir tout de suite des cas particuliers, je lui ai rendu un service alors qu'en fait, je ne lui ai pas rendu un service, peut-être que j'ai tiré aucun profit direct de ça, mais le simple fait que cette personne-là, maintenant, me soit reconnaissante, je ne lui ai pas volé d'argent, il ne va peut-être pas jamais rien me donner en contrepartie, mais le fait qu'il me soit en reconnaissante pour quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien j'aurais transgressé l'interdit de Gnevada, qui est interdit de la Torah, comme c'est écrit dans la Torah, Lo tignovu, vous ne volerez pas. La Torah nous dit, les sages nous disent, mais on nous a déjà dit qu'on ne doit pas voler de l'argent, et donc ils apprennent de là qu'on ne doit pas voler non seulement de l'argent, mais voler, c'est une interdiction de voler le da'at, la compréhension, en faisant croire des choses fausses aux gens. La source qu'on avait vue la première fois de toutes ces lois, c'est écrit dans le Talmud, dans Masechet Choulin, page Tzadik Dalet, et on a appris la chose suivante. Première chose qu'on a appris, il y a l'interdiction de voler le da'at. Alors pendant tout le cours, j'emploierai l'expression de Gnevat da'at, parce que on a compris à quoi ça fait référence. Ça fait référence à ce qu'on va expliquer ce soir. Donc le Gnevat da'at est interdit, même d'un non-juif. Il n'y a pas de différence. La Torah ne dit pas Lo tignovu ish et amito, vous n'avez pas volé votre frère, vous n'avez pas volé votre soeur. Non, vous n'avez pas volé, point. Donc de la même manière qu'il est interdit de la Torah de voler un juif, il est interdit de la Torah de voler le da'at d'un non-juif. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme histoire que la Gemara nous a racontée? D'abord, la Gemara nous a raconté l'histoire de Shmuel. Shmuel qui voulait traverser un fleuve avec son secrétaire, avec son assistant. Et à la fin, c'est un non-juif d'ailleurs qui les a fait traverser le fleuve. Et Shmuel dit à son assistant, mon assistant, s'il te plaît, rémunère le monsieur qui nous a fait passer le fleuve. Et là, son assistant va payer, comme ça pouvait se faire à l'époque, va le payer en lui sortant un poulet. Il va prendre un poulet, il va le donner au passeur de fleuve. Et là, Shmuel s'énerve contre son assistant. Et la Gemara explique pourquoi il s'est énervé. Parce que lorsque le passeur de fleuve a vu qu'il sortait un poulet de son sac, il s'est dit, ah là là, c'est un poulet cachère. Et alors que ce poulet n'est pas un poulet cachère, c'est un poulet taref, c'est un poulet qui n'avait pas le droit lui-même de manger. D'accord? Mais si on réfléchit, le non-juif, lui, il s'en fiche que le poulet soit cachère ou pas cachère, ça vaut la même chose pour lui. Alors quel est le problème? La Gemara nous explique, les Rishonim nous expliquent que le problème, c'est que le non-juif va penser qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est reconnaissant, il me prend, il est prêt à prendre son propre repas et il me le donne à tel point il m'aime et il est reconnaissant que je l'ai fait traverser le fleuve, alors qu'en fait c'est pas vrai parce que ce poulet de toute façon j'aurais pas pu le manger parce qu'il n'était pas cachère. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Que 1, qu'on n'a pas le droit de voler le gnevada d'un non-juif, 2, que bien qu'il n'y ait aucune perte d'argent, aucune différence d'argent, étant donné que la personne va croire que j'ai fait un effort, que j'étais prêt à faire quelque chose pour lui, qu'en fait je n'ai pas fait réellement, parce qu'en fait je n'ai pas donné mon manger, mais je donnais un poulet que de toute façon je n'aurais pas pu manger, et bien là il est interdit de Gnevat Da'at. Premier exemple de la Gemara. Deuxième exemple de la Gemara va donner une liste de choses qui est interdite. Par exemple, elle va dire c'est interdit d'inviter quelqu'un si je sais qu'il ne va pas accepter mon invitation. Je sais qu'il ne peut pas venir. Il est venu me déposer un colis et là il doit continuer au travail. Je lui dis mais tu veux pas rester dîner? Je sais qu'il va dire non. La Gemara nous dit ça c'est un interdit de Gnevada parce qu'il pense que de bon cœur j'étais prêt à le recevoir chez moi alors qu'en fait c'était pas prêt. Je lui ai proposé uniquement parce que je savais qu'il allait dire non. Là-dessus, la Gemara et les Rishonim nous donnent quand même quelques cas particuliers. Si je le fais en son honneur, c'est-à-dire que si je suis dans un cas dans lequel si je ne l'invite pas, il va avoir honte, ou bien que en l'invitant, je ne suis pas en train d'essayer de l'arnaquer, de tirer profit de lui, mais je suis tout simplement en train de montrer aux gens qui sont avec moi que cette personne-là est une personne honorable et que je suis prêt à l'inviter. Non seulement je lui fais honneur, mais en plus si je ne le faisais pas, il y aurait un truc un peu bizarre vu que l'habitude est d'inviter quelqu'un quand quelqu'un vient chez toi, par exemple, c'est l'habitude de lui proposer un café. D'accord? Si je le fais pas et qu'il y a des gens, ils vont dire oh là là, il lui propose même pas un café, vraiment celui-là, il doit être vraiment pas fréquentable, qu'il ne le veut pas chez lui 5 minutes. Donc, la Gemara nous dit la chose suivante, que si c'est pour ne pas lui faire honte, ou que c'est en son honneur, pour qu'on dise waouh, qu'est-ce qu'il est important celui-là, d'accord? Dans ce cas-là, on aura le droit. La Gemara ramène le cas de quelqu'un qui amènerait
pour aller rendre visite à quelqu'un, amènerait une bouteille de vin. Mais en fait, cette bouteille de vin n'est pas pleine, elle est à moitié vide. D'accord, à moitié pleine, ça dépend comment on la voit. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit s'il y a du gnevadat, parce que la personne, en nous voyant arriver avec notre grande bouteille, va croire qu'on lui a amené une grande bouteille de vin, alors qu'en fait, on lui a amené juste un fond. Mais la Gemara nous rajoute que si il y a des personnes qui sont présentes là, des gens importants, eh bien dans ce cas-là, j'aurai le droit d'amener une grande bouteille de vin, même si la moitié est vide, parce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train d'essayer d'arnaquer la personne à qui j'amène le vin, mais je suis au contraire en train de montrer aux gens qui sont là à quel point cette personne est importante et honorable à mes yeux, et que je suis prêt à faire un gros cadeau, même si au fond, je n'avais pas les moyens. La Gemara nous raconte le cas de Oula. La Gemara, Satan nous dit, je comprends, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'inviter quelqu'un alors que je sais qu'il ne peut pas venir manger. Et pourtant, on voit que Rabbi Yehuda avait invité le sage qui s'appelait Oula, d'accord, il l'avait invité alors qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas rester. La Gemara répond, non, il avait raison de le faire, il avait le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que Shani Oula. Pourquoi c'est différent pour Oula ? Parce que Rabbi Yehuda adorait Oula, il le respectait, c'était son maître. Et évidemment qu'il était prêt à le recevoir. Il se trouve qu'à ce moment-là, Oula, son maître, n'était pas disponible pour venir dîner. Mais s'il lui avait dit, tu sais quoi, écoute, finalement je suis prêt à rester, merci pour l'invitation, je suis prêt à dîner. Eh bien, l'hôte, donc ce Rabbi Yehuda, aurait été aux anges, aurait été très heureux de pouvoir justement accueillir et offrir à manger à Oula. Donc, qu'est-ce que l'on apprend de ça ? Que même si je sais que la personne va dire non, donc au fond, ma proposition n'est pas à 100% transparente parce que je sais qu'il va dire non. Mais que j'aurais été prêt à le faire. Je sais qu'il va dire non, mais j'aurais été prêt à le faire s'il me dit oui, je serais très content. Et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit. Là-dessus, tout de suite, Rashi nous fait une remarque et nous dit cela est vrai uniquement si tu n'en fais pas des couches. C'est-à-dire que tu as le droit de dire à quelqu'un viens dîner, parce que même si je sais qu'il va me dire non, au fond j'aurais été prêt à l'inviter là, c'était pas possible, mais une fois que je sais qu'il me dit non et qu'il est pas en mesure de venir manger chez moi, j'aurais pas le droit d'en mettre 3 couches. Je dis mais si, mais viens, je t'en prie, je vais te faire, etc. Ça c'est exagéré. D'accord ? Dernier cas de l'agma qu'on a vu la dernière fois qui est essentiel, et avec ça, avec ces éléments-là, on va pouvoir travailler sur la suite. D'accord ? C'est le cas de Rava et Rav Safra, qui quittaient la ville et qui sont partis pour se rendre en chemin. Ils devaient se rendre dans une autre ville. En chemin, qui est-ce qu'ils croisent ? Ils croisent le grand Rav Zoutra. D'accord ? Zoutra, il était un petit, mais le grand petit Rav, d'accord, Zoutra, donc il était Rav Zoutra. Quoi qu'il en soit, Rav Zoutra les voit arriver ces deux Ravs devant lui, alors qu'ils sont déjà loin de leur ville d'origine. Il leur dit waouh, mais quel effort vous avez fait pour moi d'être venu m'accueillir aussi loin. Vous êtes tellement fatigués, mais vous n'auriez pas dû faire ça. Alors qu'en fait, eux, ils n'étaient pas du tout sortis pour l'accueillir, ils étaient sortis pour partir en voyage, absolument rien à voir avec lui. Et là, la Gemara donne en conclusion que dans un cas comme ça, ils ne sont pas obligés de lui dire non, je suis désolé, on n'est pas sorti pour toi. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce n'est pas eux qui ont trompé Rav Zoutra, c'est Rav Zoutra qui s'est trompé tout seul. Pourquoi ? Lorsque je vois des gens en chemin, pourquoi est-ce que Rav Zoutra décide d'interpréter ça comme le fait qu'ils soient venus pour l'accueillir et pas tout simplement qu'ils étaient en chemin comme la vérité ? Donc, eux, ils n'ont rien fait pour ça. Les faits, d'accord, les données n'étaient pas forcément indicatif du fait qu'il était venu pour l'accueillir, c'est lui qui a décidé de dire les choses comme ça, et bien dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés de lui dire, parmi d'autres incidents, s'il veut faire plus, éventuellement, ils peuvent lui dire, mais en soi, ils n'ont pas d'obligation. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Et ça va beaucoup nous servir dans beaucoup de choses, d'accord ? Il va falloir qu'on voit, la limite va être assez fine, mais on va essayer de comprendre dans des cas pratiques, que j'ai un interdit de tromper quelqu'un, mais je n'ai pas une obligation de venir lui remettre les idées en place si lui décide de se tromper tout seul. Alors la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui s'appelle ce que lui s'est trompé tout seul et que moi je l'ai trompé. D'accord ? Il y a des fois où effectivement il aurait pu imaginer ceci, cela, mais c'est tellement ce qu'on est dans les far reached, il faut aller chercher tellement, c'est tellement tordu d'imaginer autre chose que ce qu'il pense. Dans ce cas-là, c'est pas qu'il s'est trompé, mais c'est moi qui l'ai trompé. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je voudrais rajouter un autre texte. Donc là, on était dans la Gemara, donc on était il y a 2000 ans, à noter de la Mishnah, qui est à peu près un petit peu avant, il y a 2300 ans, d'accord, qui nous dit la chose suivante. Alors, regardez bien. Vous avez sur mon écran normalement, pour ceux qui sont sur Zoom. Alors, la Mishnah dit dans Baba Metzia, au 4e chapitre, En me'ar bevim
me'arvin perot beferot. Afilo chadashim echadashim ve'en tzarich lomar chadashim be'shnanim. Be'emet bayayin itiru le'arev caché berach mipene shomim meshbecho en me'arvin shimre yain, etc. Alors, il dit la chose suivante. Il est un interdit de venir mélanger des fruits frais avec des fruits qui sont moins bons, de différentes qualités. Pourquoi? Alors, en soi, l'interdit n'est pas de mélanger. J'ai le droit d'essayer de vendre, comme aujourd'hui tu vas au supermarché, ils vendent parfois, en Israël, il y a un mix de pitsurim, d'accord? Tu peux acheter des noix avec des cacahuètes, avec des amandes, il n'y a pas de problème. Mais où est le problème? Le problème, il va être à l'instant où la personne va voir devant elle des fruits de qualité supérieure, alors qu'en fait, quand il va venir, il va dire, bah, très bien, donne-moi 4 kilos, ou donne-moi tout le paquet. Et bien, dans le paquet, ce qu'il a vu, c'était des bons fruits de bonne qualité, mais derrière, il y avait des fruits de mauvaise qualité. Alors là, on reprend un petit peu l'introduction, ce qu'on avait dit au tout début. Si je lui vends le kilo de fruits dans lequel en fait il y a 500 grammes de bonne qualité et 500 grammes de mauvaise qualité, si je lui vends au prix d'un kilo de fruits de bonne qualité, j'ai transgressé l'interdit de gezel, de vol, parce que je lui ai vendu quelque chose qui valait 7,5, je lui ai vendu à 10, et donc j'ai volé. J'ai éventuellement transgressé l'interdit de onaa s'il y a 20% au-delà du prix que ça aurait dû valoir si on avait pris en compte le fait qu'il y ait des fruits de mauvaise qualité. Et dans ce cas-là, la personne, si c'est au-delà des 20%, aurait le droit même après de venir et d'annuler la transaction. Quoi qu'il en soit, même si j'arrive et je lui vends à 7,5, c'est-à-dire je lui vends au prix du kilo de 500 grammes, qualité supérieure, 500 grammes, qualité moindre. Eh bien, étant donné que cette personne va croire qu'il a fait une bonne affaire, parce que lui, il a l'impression d'avoir acheté 1 kilo de fruits de qualité supérieure à un prix réduit, parce qu'en fait, il y avait des qualités moindres, eh bien, dans ce cas-là, je transgresserai l'interdit de Gnevat Da'at, et ça sera interdit de faire ça. Même chose, si je veux vendre du vin, je n'aurai pas le droit de mélanger du vin avec de l'eau. On verra des cas particuliers, mais un cas où ça arrive souvent des choses comme ça, d'accord, c'est notamment le fait, donc il y a en Israël, je pense partout dans le monde, en tout cas moi je connais ici, la viande me'oubad. Alors c'est quoi la viande me'oubad? C'est de la viande hachée, d'accord, qu'on achète en surgelé. C'est de la viande qui a été mélangée avec de l'eau. D'accord, donc quand on achète 1 kg de viande, en fait il n'y a pas vraiment 1 kg de viande, il y a 600 grammes de viande et 400 grammes d'eau. D'accord, donc là la question va se poser de dire est-ce que ça va être permis ou non de vendre quelque chose comme ça. D'accord, donc en tout cas la Mishnah nous dit la chose suivante, il est interdit de vendre un package, d'accord, dans lequel le client va voir en fait la marchandise de première qualité alors qu'en fait je lui vends aussi de mauvaise qualité, et ceci même si je lui fais un prix qui reflète la chose. Étant donné que la personne a l'impression d'avoir fait un bon deal alors qu'en fait il n'a pas fait un bon deal, eh bien ça sera interdit. La deuxième Mishnah dit la chose suivante, En, vous l'avez en bas, En mefarkesin, lo et hadam, velo et abema, velo et akelim. Il est interdit de faire briller ni un homme, ni un animal, ni des ustensiles. Alors c'est quoi ça? C'est si par exemple, on va plutôt prendre le cas des ustensiles parce qu'on comprend mieux, d'accord? Je n'aurai pas le droit de venir faire reluire. Alors, je n'aurai pas le droit de venir faire reluire des objets anciens d'une telle manière que ça leur donnerait l'aspect d'objets neufs. Pourquoi? Encore une fois, on est dans le même problème. Même évidemment, si je vends tout ça au prix d'un objet neuf alors qu'il est ancien, hein, j'ai évidemment un gros problème parce que j'ai volé, parce que j'ai vendu un objet ancien, usagé au prix d'un neuf. Donc ça, c'est sûr que c'est interdit. Mais même si je lui vends au prix d'un objet usagé de seconde main, étant donné que la personne a l'impression qu'elle achète un objet neuf à un prix d'un objet de seconde main, eh bien, il a l'impression de faire une bonne affaire alors que ce n'est pas le cas. Et même si je n'ai pas transgressé l'interdiction de vol, j'aurais transgressé l'interdiction de Gnevat Da'at. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette loi? On apprend la chose suivante que, eh bien, on ne doit pas, lorsqu'on fait de la vente, venir faire quoi que ce soit qui pourrait induire en erreur l'acheteur sur la qualité du produit, sur ce qu'il est en train d'acheter. Ceci, même si je vais ajuster le prix de la vente à la réalité du produit. Étant donné que je suis en train de jouer avec la crédulité de l'acheteur qui va croire qu'il est en train de faire une bonne affaire alors que ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, ça sera interdit. D'accord? Pourtant, apparemment, la viande surgelée est injectée d'eau. Pareil pour les poissons surgelés.
D'accord, donc c'est la question qu'on va se poser. D'accord, dans tous les cas comme ça où je vends un produit qui en fait n'est pas du 100%, ça peut être j'achète du jus de raisin qui est mélangé avec de l'eau, du vin qui est mélangé avec de l'eau, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord, est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Si on achète, parfois en Israël, on achète du poulet surgelé et quand ils lavent le poulet, d'accord, ils le congèlent tout de suite. Et quand ils prennent pas le temps de le sécher, donc il y a de l'eau dessus qui va augmenter le poids et je vais payer aussi pour ce poids. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? On va le voir tout à l'heure. Là, je vous propose de regarder le Shulchan Aruch. Donc jusqu'à maintenant, on était il y a 2300 ans, il y a 2000 ans. On va voir, il y a environ 500 ans, le Shulchan Aruch qui va trancher ces choses-là. Et à partir de là, ça va nous donner les bases pour voir les achronim, les dictionnaires de notre temps, dans des cas concrets. Alors, je lis un petit peu vite, comme ça on a le temps de voir pas mal de choses aujourd'hui. Assour les ramot bnei Adam. Mais Meka, en même cas, il est interdit de venir arnaquer, les ramotes, c'est-à-dire si quelqu'un peut m'aider avec la traduction en français, mais de venir faire croire, arnaquer, embrouiller les gens, d'accord? O lignov daratam, kegon, par exemple, imiesh mumbe mekro tsair leodio le lakoar, ve'im u akum lo imkor lo basar nevela becheskat shruta. Si il y a le moindre défaut dans ce que je vends, eh bien, je n'aurai pas le droit de le vendre à qui que ce soit, à moins de lui faire part de ce défaut. D'accord? Donc si une personne pense qu'il achète un ordinateur qui marche, alors si mon ordinateur il marche mais en fait il s'éteint au bout d'une demi-heure, eh bien je dois lui dire, parce que lui il pense qu'il achète un ordinateur qui marche, et alors qu'en fait je lui vends un ordinateur qui marche que à moitié. D'accord? Même s'il n'y a pas de perte d'argent, et là le Shulchan Aruch ramène cette histoire de je ne peux pas donner même à un non-juif, donner à un non-juif de la viande qui n'est pas cachère en faisant croire qu'elle est cachère, parce qu'encore une fois, lui il pense que je lui rends un service, que je lui donne mon dîner, c'est pas vrai. Et il est même interdit de faire croire aux gens qu'on leur rend un service, alors qu'on ne le fait pas. Ketzad. On ne pourra pas inviter quelqu'un chez soi alors qu'on sait qu'il ne peut pas venir, parce qu'on le fait croire que à ce moment-là, qu'on lui rend un service alors que c'est pas vrai, qu'on n'était pas prêt à l'accueillir. Velo yirbelo betikrovet veuyodea sheno mekabel, il va pas dire mais tiens prends ce cadeau alors qu'en fait je sais que il est pas prêt à l'accepter. Velo yiftar kraviot, etc. Je saute un petit peu. Veim ou davar de ibaele la suke adate sheno se bishvilo ou mat'ei atzmo shesover shose bishvilo lirvodo kegon shepaga bechavero bederer besavour ze shasa likrato lirvodo en sarir leodio. Donc là le Shulchan Aruch vient ancré dans la halakha, ce qu'on avait déjà raconté, l'histoire de la Gemara, que si ce n'est pas moi qui trompe la personne, mais c'est la personne elle-même qui se trompe toute seule, c'est-à-dire qu'elle-même va interpréter la situation d'une manière qui veut dire que je lui ai rendu un service, mais alors que moi j'ai absolument rien fait pour ça, et au fond les éléments ne portaient pas forcément dans cette direction, c'est lui qui a décidé de lire comme ça, et bien dans ce cas-là, je n'ai pas d'obligation de le lui faire savoir. D'accord ? Donc ça, de là, on va apprendre, on verra dans les cas pratiques bientôt, mais ça c'est une chose qui est très importante dans la vente, d'accord? C'est la question qu'on va se poser, notamment quand je fais la publicité, c'est est-ce que je suis en train de moi-même de faire croire à quelqu'un qu'il n'y a pas de défaut, que le produit est autre que ce qu'il est, ou non, c'est lui qui décide de croire quelque chose que j'ai absolument pas écrit, que j'ai absolument pas dit, et qu'il n'y avait aucune raison de croire ça, ou il n'y avait pas de bonne raison de croire ça, et c'est lui qui a décidé de le croire. Dans ce cas-là, j'aurai le droit, je ne serai pas dans l'obligation d'aller lui dire, tu sais, mais attends, tu n'as pas bien vu cette chose-là. D'accord? Donc c'est la grande question qu'on va se poser. À quel moment, quelle va être la limite du moment où je dis c'est moi tout seul? On continue dans le Shulchan Aruch. Lo yomar lo sor shemen mipecha ze mipar ze vehu rekan. Ok, donc même chose encore une fois, tu ne dois pas faire quelque chose en montrant que tu es prêt à lui rendre service alors que c'est pas vrai. En mefarkesim lo adam velo behema velo kelim kegon litzvoa zaken. Par exemple, il est interdit donc de faire croire que la marchandise est plus fraîche ou plus jeune ou en meilleur état que ce qu'elle n'est vraiment. D'accord? Par exemple, on n'aura pas le droit de prendre. Donc là, l'exemple qu'il va donner, c'est un exemple de l'époque. D'accord? Mais je vais donner un exemple tout de suite de notre époque à nous. Son exemple de l'époque à lui, c'est quelqu'un qui voulait vendre un serviteur, un esclave. D'accord? Avant, ça se faisait. Et ce serviteur-là est un
et un serviteur d'un certain âge, il a déjà 50 ans. Maintenant, un serviteur de 50 ans, il a moins de force qu'un serviteur de 35. Donc, il sera interdit de venir teindre la barbe blanche de ce monsieur de 55 ans, parce que en faisant ça, on laisserait porter à croire aux gens il a l'air d'être en meilleure forme, d'accord? On laisserait croire aux gens qu'ils sont en train d'acheter un serviteur de 40 ans, alors en fait ils en achètent un de 55 ans, et dans ce cas-là, il y a un problème de Gnevat Da'at. Alors aujourd'hui, on ne vend pas d'esclaves, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaie de trouver du travail. Et par exemple, il sera interdit pour un monsieur de, par exemple, quelqu'un qui aurait 55 ans, et c'est difficile pour lui de trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à 55 ans, il a plus la même énergie qu'au début, il a plus le même punch, il a plus tout ce que vous voulez, toutes les raisons, quelles qu'elles soient. En tout cas, il se rend compte, ce monsieur, que c'est difficile pour lui de trouver du travail parce qu'il fait son âge. Alors qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il voudrait se teindre la barbe en noir pour avoir l'air plus jeune, et comme ça, aux entretiens, on va vouloir l'engager. Alors, un cas comme ça, il va falloir réfléchir comme ça, que si cette personne-là, au fond, est tout à fait capable de faire son travail de la même manière exactement qu'un jeune homme, d'accord? Au fond, il n'y a pas de Gnevat Da'at, parce que, au fond, il est juste en train de montrer. Par là, il dit, regarde, une fois que tu fais pas attention à ma barbe blanche, tu vois que j'ai des épaules solides, tu vois que je suis en bonne santé, tu vois que je suis capable de prendre de là à droite, à gauche et de faire le travail. Et donc, en fait, au fond, tu t'es arrêté. Si je n'avais pas fait ça, tu te serais arrêté sur quelque chose qui, en fait, ne change rien, qui est un petit peu, qui sert à rien, en fait, qui est complètement anecdotique dans notre histoire. Et donc, en faisant ça, j'ai juste remis les choses en place pour que tu viennes me regarder ma capacité de travail et pas la couleur de ma barbe. Donc si on est dans un cas dans lequel on est sûr que on n'est pas en train de tromper l'autre, mais en train de lui permettre de voir la bonne chose, dans ce cas-là, on aura le droit. Un exemple de ça, c'est par exemple quand on veut vendre une voiture. On veut vendre une voiture, on a dit c'est interdit de venir retaper la voiture pour qu'elle ait l'air d'une voiture neuve, alors qu'en fait c'est une voiture vieille. Mais, deux choses. Si au fond, je vends ma voiture et je la laisse sale, personne n'a envie de la regarder. Personne n'a envie de regarder une voiture qui est sale. Alors que quand je vais la remettre belle, je vais la faire polish, etc., eh bien les gens vont voir, dire ah tiens, elle a l'air bien cette voiture, ça donne envie. D'accord? Comme tout. Je veux vendre une maison, je vais repeindre les murs. Alors au fond, vous me direz, ça ne change rien. Qu'est-ce que ça change? Une maison, on va l'acheter pour des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, je ne sais pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait dépensé 1000 euros dans la peinture? Eh bien au fond, quand tu arrives dans une maison, c'est plus agréable de voir une maison peinte. Alors, si j'ai fait des travaux pour venir cacher des défauts, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler au cas de prendre des ustensiles vieux et de faire croire qu'ils sont neufs. Parce qu'en gros, j'ai une maison qui a des défauts et par le fait de venir un peu de maquillage, je vais cacher les défauts et donc je vais faire entre guillemets croire à la personne, je vais faire ressentir à la personne qu'il est en train d'acheter une maison qui est en très bon état alors que c'est une maison qui est en mauvais état. Par exemple, s'il y a des infiltrations, toutes les heures parce que les murs sont complètement en lambeaux, je n'aurai pas le droit de venir juste une heure avant, de repeindre et lui faire croire que tout est en super état. Parce que je suis en train de lui cacher un défaut. Mais si par contre il n'y a pas forcément de défaut, il sait que cette maison elle est vieille, il connaît toute la réalité de la maison, mais moi je veux que la maison ait l'air plus agréable pour qu'il vienne, il n'y a absolument aucun problème. C'est comme de ranger la maison quand je veux lui vendre une maison. Il n'achète pas la maison avec mes meubles, il n'achète pas la maison rangée ou pas rangée. Mais le fait de la rendre jolie, agréable, ça donne une bonne impression globale et donc ça va aider à la vente. Donc la règle que l'on va avoir, je n'aurai pas le droit de faire de venir enjoliver le produit pour faire croire qu'il est autre chose que ce qu'il est, mais j'aurai le droit de l'enjoliver pour venir le rendre agréable aux yeux de la personne, pour que cette personne-là, le produit tel qu'il est, comme il est, avec tous ses défauts, toutes ces choses, etc., qu'il lui paraît attirant, attrayant. D'accord? Alors, on continue. En me'arvin me'at perot ra'im be'arbe perot yafim kedei lemechoram becheskat yafim afilu chadashim echadashim ve'en tzareh lomar yeshanim im chadashim afilu hashem yoker. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Il est interdit de venir mélanger deux types de fruits. Des fruits, je vais prendre 90% des fruits de telle qualité et je vais mettre dedans 10% de fruits d'une autre qualité.
ou autre chose. D'accord? Dans ce cas-là, ça sera interdit. Pourquoi ce sera interdit? Parce que la personne a l'impression, quand il regarde, qu'il achète 100% des fruits de la qualité A, alors qu'en fait, il achète que 90% de la qualité A et 10% de la qualité B. Donc, il ne sait pas ce qu'il est en train d'acheter, en fait. Et on lui a fait croire qu'il achète autre chose que ce qu'il achète vraiment. Et dans ce cas-là, il y aura un interdit de vol si je lui vends au prix comme si c'était 100% des fruits de qualité supérieure. Et un problème de Gneva Da'at dans tous les cas parce qu'il va acheter sur une base, sur des mauvais éléments parce que je l'ai embrouillé. Maintenant, de là, je vais raconter une petite histoire qui m'était arrivée il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. D'accord, j'étais de passage en Amérique du Sud et il y avait à Buenos Aires un magasin Dior. Bon, on a dit on va aller voir un petit peu là-bas et je vois il y avait des promos. Et là-bas il y avait des promos, ils vendaient un costume Dior à 500 $. Je dis tiens, un costume Dior de 500 $, moi, Ethan, je vais avoir un costume Dior, c'est cher, mais bon, c'est quand même pas cher pour un costume Dior. Très bien, je l'essaye, il a l'air plutôt bien, je l'achète. Maintenant, d'ailleurs pour la petite histoire, je ne l'essaye pas vraiment 100% parce que j'avais un doute sur le chatnaise, d'accord, sur ce costume. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas le mettre pendant un mois parce que j'étais en Amérique du Sud. Quand j'arrive à Paris, je l'amène au chatnaise. J'ai acheté 2 choses chez Dior et le monsieur du chatnaise qui vient vérifier s'il n'y a pas un mélange de lin et de laine, comme c'est interdit selon la Torah. Donc il y a un tailleur en fait qui regarde, qui a l'habitude de voir toute la journée des costumes. Il me dit ah le manteau il est très bien, mais sachez une chose, par contre le costume c'est pas un Dior. Je le regarde, je dis comment ça c'est pas un Dior? Je l'ai acheté chez Dior dans un magasin Dior, il y a écrit Dior. Il dit oui il y a écrit Dior, mais c'est pas de la qualité Dior. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu un costume estampillé marque de luxe Dior avec de la qualité qui est une qualité moindre. Ils l'ont peut-être vendu au prix d'un costume de qualité moindre, mais moi j'avais l'impression d'acheter un Dior. Si c'était pas pour acheter un Dior, j'aurais pas été acheter ce costume à 500 $. Ça fait quand même un budget pour moi pour un costume. Donc quoi qu'il en soit, là à ce moment-là c'est un exemple type de Gneva Da'at, de venir mélanger des choses de bonne qualité et des choses de moins bonne qualité, parce que je n'ai pas forcément mélangé physiquement, mais j'ai utilisé une marque de luxe pour venir vendre des produits qui sont des produits de qualité inférieure. Donc, il sera interdit de vendre des produits de qualité inférieure dans un magasin qui est connu pour vendre des produits de qualité supérieure, à moins de le dire au client. D'ailleurs, une autre chose de Gneva Da'at, c'est de dire des choses sans citer ses sources. Pourquoi? Parce qu'en disant des choses sans citer ses sources, on fait croire qu'on connaît beaucoup de choses, alors qu'en fait, on a juste lu le livre. Donc, je viens pour dire que ces petites halachot ont été tirées de ce livre-là, au Nar. Alors, donc, on continue les lois. En mervim ma'im beyain ou meshit arev ma'im beyeno ou meshit arev yo limkero bechanut ela imken odia lekone. On n'aura pas le droit de mélanger a priori du vin avec de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mélanger du vin avec de l'eau? Parce que la personne pense acheter du vin et en fait il achète du vin mélangé avec de l'eau. À moins que je l'ai dit. Parce qu'encore une fois, si je dis les choses, tant que les éléments sont là, que tout est transparent, eh bien il n'y a absolument aucun problème. Rien du tout, parce qu'au fond la personne sait ce qu'il est en train d'acheter. Tout le problème, c'est de lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais si je lui fais rien croire, de spécial, bien dans ce cas-là, évidemment qu'il n'y aura absolument aucun problème. Makom shenahagu le'arev ben agitot ma'im mutar le'arev keshiur shedarkam le'arev. Ça c'est très important. Ça aussi c'est quelque chose qui ça va être une grande question qu'on va toujours se poser. Tout va dépendre de l'habitude de l'endroit. Je m'explique. Au fond, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un problème de mélanger du vin dans l'eau? D'accord? Parce que la personne pense qu'elle est en train d'acheter du vin pur, alors qu'en fait elle achète du vin mélangé avec de l'eau et ça vaut moins cher. Mais si au fond, ici quand je te vends du vin, tout le monde vend du vin avec de l'eau, le fait de dire mais je suis en train de tromper la personne tombe complètement. Parce que je ne trompe personne, parce que la personne sait très bien ce qu'elle est en train d'acheter. Quand je vends du vin, ça veut dire 90% de vin, 10% d'eau. Au fond, nous quand on achète du vin, on n'achète pas 100% de vin. Pourquoi? Parce que sinon ce serait imbuvable. Donc, et personne ne vient en disant mais c'est quoi cette histoire, c'est du mensonge, etc. Non, quand j'achète du vin, il y a des règles. Il doit avoir entre tant et tant % de vin, tant et tant % d'alcool, tant % de telle chose, etc. Tant que la personne rentre dans le cadre de ce qui est habituellement appelé du vin ici, eh bien il aura le droit de faire ça parce qu'il n'est pas en train d'être gonev da'at, de voler le da'at de qui que ce soit. Il n'est pas en train de tromper qui que ce soit. Il est tout simplement en train de vendre du vin et c'est ça qu'on appelle du vin ici. Donc il n'y aura pas de problème.
Bemakom shenahagu shekol mi shekone davar to'amot trila mutar le'erbo le'olam aval im en akol to'amim lo. Chose très importante. Si l'habitude de l'endroit est que toute personne qui va acheter un produit va vérifier. Par exemple, on va voir, c'est un exemple d'une voiture. Je veux vendre une voiture. Cette voiture a fait par exemple un accident. Le fait que cette voiture ait un accident va baisser le prix de la voiture. Est-ce que je vais être obligé de le dire à l'acheteur ou pas? Eh bien, tout va dépendre. Si c'est un endroit où chaque personne fait un contrôle technique, eh bien, je ne suis pas obligé de venir mettre en gros, attention, il y a eu ceci et cela. Alors, il faut regarder dans le cas où il y a un coût pour faire le contrôle technique qui serait pris par l'acheteur. Alors là, c'est pas juste parce que lui, si je lui l'avais dit, il n'aurait pas pu payer ce coût. Mais mettons de côté le coût du contrôle technique. Donc, le contrôle technique est payé par le vendeur. D'accord? Dans ce cas-là, je n'aurais pas l'obligation de dire à l'acheteur, mais tu sais, il y a eu un accident, parce qu'évidemment qu'il le sait, parce qu'il va faire un test. Mais si pas tout le monde fait des tests, il y en a qui font, mais d'autres qui ne font pas, dans ce cas-là, ce sera interdit de peur de tomber sur une personne qui, lui, ne va pas vérifier. D'accord? Ça, c'est, il faut savoir que le Shulchan Aruch arabe de l'Admour Hazaken, d'accord, le premier Rebbe de Chabad, d'accord, qui écrit un Shulchan Aruch, et dedans, il dit, dans ce cas-là, quelqu'un qui veut faire attention ne rentrera pas dans des choses comme ça, il dira systématiquement, parce que c'est très dur de se dire, d'être sûr, même si 99% des gens vérifient, peut-être que lui, il fait partie des 1% qui ne vérifient pas, et c'est impossible de dire que tout le monde vérifie, même si c'est l'habitude de vérifier. Dans ce cas, après le Shulchan Aruch, c'est permis, parce que j'estime que ce monsieur-là va faire comme la majorité des gens. Étant donné que ça ne sera jamais 100% des gens, parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention, eh bien, cette personne-là risque d'être trompée. C'est vrai que ce n'est pas forcément une obligation, c'est à lui de vérifier, mais quand même, nous dit le Baal HaTanya, une personne qui veut faire attention ne rentrera pas là-dedans. D'accord. Alors, maintenant, nous avons un livre qui s'appelle L'Eracha Kamucha qui va prendre beaucoup de lois entre les Ben Adam Chavero, entre les personnes, et notamment les lois de Gnevat Da'at. Alors, que nous dit ce livre? Regarde. Gnevat Da'at et Tzohar Mitzvah. Si Yeshnam Ofanim shemutar lignov ba'em et Da'at Chavero et Tzohar Mitzvah. Aïn be'arav be'seifim aba'im navi kama dugmaot le'eter. Il y a des fois où j'ai le droit de venir tromper une personne pour une mitzvah. Alors de quoi on parle? On parle pas d'une mitzvah pour moi. Parce que c'est pas de dire, ah mais moi j'ai envie d'aller à la tfila, alors je vais l'arnaquer pour y arriver. Non, c'est pas ça. Mais une mitzvah pour lui. Par exemple, premièrement, pour faire la paix. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui m'en veut, il m'en veut parce qu'il pense que je ne l'ai pas invité au mariage ou ceci ou cela, eh bien, j'aurai le droit de lui faire croire que je lui rends un service qu'en fait, je ne lui ai pas vraiment rendu. Si en faisant ça, ça va permettre à la personne de venir sortir un peu la rancœur qu'il a envers moi, vu qu'il n'a pas le droit d'avoir la rancœur. Il transgresse l'interdiction de l'oticom et l'otitor en ayant de la rancœur contre moi. Et si en faisant ça, je peux lui rendre service en lui permettant d'arrêter de m'en vouloir, et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire ça, vu qu'au fond, c'est dans son intérêt. Un autre cas qu'on a donné, d'accord, un autre cas, c'est pour lui faire honneur. On a déjà dit que si c'est pour lui faire honneur, j'aurai le droit de lui faire croire quelque chose, vu qu'au fond, mon objectif, c'est pas de le voler, mais de lui faire honneur. Autre cas, la friche mi-issour. Moutar lignof et da'ato chez la dame qu'aider la fricho mi-issour. J'ai le droit d'arnaquer quelqu'un, entre guillemets, de tromper quelqu'un pour l'empêcher de fauter. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être d'empêcher quelqu'un de fauter? Si par exemple je vois quelqu'un qui, je sais pas, c'est peut-être pas je vois quelqu'un qui va voler. D'accord? Alors là, je lui dis attention, il y a la police. D'accord? Alors il dit quoi? Mais ah non, et il court. D'accord? Il y a une histoire comme ça dans la Gemara. Il y avait un rab qui était dans une calèche et le conducteur de la calèche, à un moment, veut descendre pour aller voler dans un champ. Et là, il lui dit vite, 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 on nous regarde, on nous regarde. Alors vite, vite, le conducteur de la calèche remonte dans la calèche et s'enfuit. Après, il s'arrête, il regarde, il dit mais il n'y a personne ici, personne ne nous regarde, ici, si. Hachem, il nous regarde. Mais il dit mais tu t'es moqué de moi. Il dit oui, mais pour t'empêcher de fauter, j'ai le droit de tromper une personne. D'accord. Ok. Il va rajouter dans la robe quelque chose d'important. À Olemina Amour, donc ce qu'il a dit avant, d'accord. Chez B, Gnevat Da'at, Yeshnam Shne Chalakim. Il y a deux problèmes quand on va parler de Gnevat Da'at. Il y a le problème de moi, de la personne qui va être un arnaqueur.
Le fait d'être un arnaqueur, c'est un problème. Au-delà de toutes les conséquences que ça peut avoir, même disons qu'il n'y ait aucune conséquence, le fait de me relationner au monde, de m'habituer à être quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de droit, c'est un problème. Et Hachem et la Torah ne veulent pas que les personnes soient des gens tordus. Ils veulent qu'on soit des gens droits. D'accord? En plus de ça, il y a un problème de la conséquence. D'accord? Donc, il y a le problème qui ressemble, l'interdiction d'être un arnaqueur qui ressemble à l'interdiction de mentir, quelque chose de tordu, même si je n'ai pas vraiment menti, mais je déforme les choses, d'accord? Et il y a le fait du fait que la personne va être reconnaissante de moi-même, qui est une sorte de vol. Bien, je ne vais pas forcément voler de l'argent, je vais voler quelque chose, et d'ailleurs, parfois, on va arriver vraiment à un vol d'argent. Par exemple, si je fais croire à quelqu'un pour un mariage que je lui ai fait un cadeau qui vaut très très cher, alors tu peux dire, il n'y a pas vraiment d'argent là-dedans. Je ne vais pas rien voler, juste je le fais croire, c'est que une vadar. Mais quel peut être le problème? Le problème peut être le suivant, qu'il y a des gens qui prennent note de tout ce qu'on leur offre au mariage. Ils disent quoi? Incroyable, Ethan il m'a offert un cadeau à 10 000 shekels pour mon mariage, alors moi, de ses enfants, mes attachés, je serai obligé de lui donner aussi 10 000 shekels pour, entre guillemets, montrer le fait que sinon ça ne se fait pas. Donc dans ce cas-là, il y aura vraiment du vol, parce que je leur ai volé ces 10 000 shekels qu'ils me donnent en pensant que je suis prêt à faire ça, alors qu'en fait, ça n'est pas vrai. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir des cas pratiques. Premier cas pratique, Yigaot Moshe, qui s'appellera Moshe Feinstein, qui est décédé il y a 34 ans, d'accord, et qui pose une question. Il était aux États-Unis. Iné, Bedavar chez Lato, Hamashama chez Yeshivot Matirim et Talmidim, Lignov et Atshuvot, les Sheelot, Bemifrane Asiyum Shosé Medina. Alors, je vous explique. Aux États-Unis, dans les Yeshivot, d'accord, les enfants étudient à la fois, comme au lycée, ils étudient, ils font le programme séculaire, d'accord, et ils font aussi de la Torah. Et il y a un monsieur qui dit, j'ai entendu que dans les Yeshivot, les directeurs des Yeshivot permettent aux étudiants, aux enfants, de tricher aux examens nationaux. Comme ça, ils n'ont pas besoin de trop travailler, ça aura plus de temps pour étudier la Torah, et en plus, ils ont des bonnes notes. Et là, il dit, est-ce que c'est permis cette chose-là? Donc là, le Rav Moshe Feinstein va répondre à cette question. Iné davarze assour, l'orak medina de malchut et la medina Torah. Cette chose-là est interdite non seulement d'après les lois du pays, parce que c'est interdit de tricher un examen, mais non seulement ça, mais d'après la Torah, nous interdit de faire ça. C'est inimaginable ce que tu es en train de me raconter, dit le Rav Moshe Feinstein. Ve'enze ragnevat da'at, chez Gamken Assour. Ce n'est pas seulement le fait de voler le da'at, de ce dont on parle aujourd'hui, qui est déjà un interdit de la Torah. D'accord? Mais kol sheken acha, encore plus ici, shou gnevat da'at lekule alma fait Israël, et là, des ugam gnevat davar mamash. Ce n'est pas seulement voler le da'at, mais c'est voler de l'argent. Pourquoi c'est voler de l'argent? Il dit la chose suivante. Parce que, de façon générale, il va dire le roi Michel. Mentir, c'est interdit. Donc le fait de tricher, c'est mentir, c'est interdit dans le sens que c'est l'interdiction de mentir. Deuxièmement, c'est que Nevad Da'at, parce que quand ils vont voir un employeur, l'employeur va croire que c'est des gens qui ont eu des super notes, des gens brillants, alors qu'en fait ce n'est pas des gens brillants, donc ils vont faire croire quelque chose de faux à quelqu'un. C'est que Nevad Da'at. Mais encore plus que ça, il dit, ça c'est le plus grave. D'accord? C'est quoi? Que les gens qui veulent employer, ils font exprès de vouloir employer des gens qualifiés, pas des gens pas qualifiés. Et donc ils vont lui donner à lui le travail. Déjà que ça peut enlever le travail à quelqu'un d'autre. Mais encore, ils vont être prêts à le payer comme un monsieur qualifié alors que ce n'est pas vrai. Et donc c'est du vol. Parce que la personne dit, si j'avais su que cette personne-là n'était pas vraiment qualifiée, et encore plus, écoutez bien, je savais que cette personne était un tricheur, je l'aurais jamais employé. Et si je l'avais employé, je ne l'aurais pas payé comme je le paye maintenant. Donc, étant donné qu'avec la tricherie, la tromperie, tu vas arriver à sortir de l'argent de la poche de quelqu'un, tu transgresses l'interdiction de mensonge, de gneva da'at et de gneva et de vol. Écoutez bien ce qu'il finit par dire. Ve'im chashkan nafsho betorah en lo lidok shema lo yeda kol kach ve'lo yelo siman tov alayhu. אבל האמת שאין בזה עניין ביטול תורה, דמאחר שהולך ללמוד לימודי חול, הוא רק הצטלות בעלמא כשלומד באופן שלא ידע. Écoutez bien, et là il dit une chose au niveau de l'éducation. Il dit comment est-ce que tu peux oser imaginer qu'avec des enfants qui veulent étudier la Torah, tu leur dis allez étudier, asseyez-vous pour étudier les mathématiques, mais au fond n'apprenez pas parce que de toute façon vous allez tricher aux examens. Tu leur apprends à être des arnaqueurs, tu leur apprends à être des gens qui étudient pour ne pas se souvenir, tu apprends à être des tricheurs, etc. Donc il finit de dire tout ce que tu m'as dit, aval barour, chez Etzem Adavar Shama,
ou sheker, misoneh et shivot. Sache une chose, dit le Rav Moshe Feinstein, toute la question que tu m'as posée de dire oui, on permet de faire ça dans les shivot, tout ça c'est un mensonge qui a été inventé par ceux qui détestent le monde de la Torah parce que c'est inimaginable et je te certifie qu'aucun directeur de yeshiva ne permettrait de faire quelque chose comme ça, c'est 100% interdit. Maintenant je vous dis une question que j'ai reçue ce matin, d'accord, vraiment une bonne question, d'accord, qui était la suivante. Une personne, un étudiant qui vient étudier avec nous au Beit Midrash, a eu un gros problème que il doit passer ses examens mercredi et à cause de la situation, les examens se font en ligne. Et il me dit, c'est évident, c'est bien connu que toute la promotion, ou quasiment tout le monde, triche. D'accord? Il se passe les réponses parce que c'est comme ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, il dit, moi je veux pas, moi je suis quelqu'un de droit, mais le problème c'est le suivant, c'est que vu que les notes elles sont ajustées par rapport à la moyenne, c'est-à-dire en gros c'est une sorte de concours, c'est un classement en gros, eh bien si moi je ne triche pas, eh bien j'ai aucune chance, parce que c'est comme si eux ils sont 20 à faire le contrôle et moi je suis tout seul, donc j'ai aucune chance. Est-ce que j'ai le droit de moi aussi participer à ça et changer les réponses ou non? Alors là c'est un truc, c'est un cas très clair de Gnevadat. D'accord, tu es complètement en train de faire un Gnevadat. J'ai posé la question à un grand possèque, un grand rab qui m'a dit la chose suivante. Il dit tout dépend, d'accord, de ce que les gens qui font l'examen ont en tête. Si les gens qui font l'examen ont en tête font quelque chose pour dire, par exemple, on m'a dit, j'en ai parlé de poser la question ce matin à Yeshiva à plusieurs personnes, ce qu'ils en pensaient. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des gens, ils t'obligent à allumer Zoom quand tu fais l'examen pour être sûr que tu vas pas tricher. D'autres qui te font signer un formulaire, etc. S'ils font quelque chose à l'université pour montrer, de dire que nous, on ne veut pas que vous trichez, ils ont envoyé un mail aux gens en disant je ne veux pas que vous fassiez. Ils ont écrit quelque chose pour montrer que c'était important pour eux. D'accord? Dans ce cas-là, ils montrent que eux ne veulent vraiment pas que les gens s'échangent les choses et qu'ils espèrent que les étudiants ne vont pas s'échanger et ils disent et si on vous attrape à tricher on va vous faire ceci et on va comparer les réponses, etc. Quoi qu'il en soit, s'ils disent, ils montrent que c'est important pour eux, et bien dans ce cas-là tu n'auras évidemment pas le droit de te tricher et si les autres trichent, bah, c'est eux des tricheurs et si tu dois redoubler ton année, tu redoubleras ton année mais pas transgresser la Torah pour passer son année. Mais si par contre au fond ils envoient ça, ils sont pas des idéalistes. D'accord, ils savent très bien c'est quoi des étudiants, ils savent très bien que si on les laisse tous comme ça ensemble, ils vont commencer à s'échanger les choses, et ils font rien, et ils disent rien, ils n'envoient même pas un petit mail, etc. C'est que, bon an, mal an, ils sont obligés de faire des examens, mais ils ont compris que ces examens-là, au fond, c'est un peu une grande blague parce que tout le monde va tricher. Dans ce cas-là, ça ne s'appellerait pas une triche, mais ça s'appellerait utiliser un outil que tout le monde utilise. Alors c'est très fin. Mais pourquoi je vous ai ramené quand même cette histoire? Pour vous dire la chose suivante, que il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Chaque cas est particulier. Il y a des fois où c'est comme ça, il y a des fois où c'est comme ça, des fois où c'est comme ça. Chaque cas est différent. D'accord? Donc parfois c'est très difficile d'arriver à comprendre dans quel cas nous on se trouve maintenant. Mais quoi qu'il en soit, il y a parfois des cas où c'est permis, d'accord? Alors encore une fois, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas bien le psaque de ce rab, d'accord? Il y aurait vraiment encore, c'est quelque chose de pas simple du tout, hein. Il y a d'autres rabbinim qui disent mais non, mais jamais du tout, etc. Donc quoi qu'il en soit, pour savoir dire que tout va dépendre, entre guillemets, de savoir qu'est-ce qui est entre les personnes. Encore une fois, c'est comme ce qu'on appelle Minag Amedina, d'accord? Si par exemple, c'est connu qu'il y a une certaine profession, quelqu'un m'a dit, chez les vendeurs de diamants par exemple, c'est connu qu'ils exagèrent. D'accord? Ou par exemple on dit les Tunisiens ils exagèrent. Par exemple il va dire ah là là il y avait 300 personnes. Alors qu'il n'y avait pas 300 personnes, ça veut dire que quand un Tunisien, un vrai, hein, celui qui a le 5 là, d'accord? Celui quand il dit qu'il y avait 300 personnes, c'est dire 150. Et bien dans ce cas-là il n'y a pas de Gnevada de dire 300 personnes. Parce que, étant donné que quand lui dit 300, tout le monde entend 150, eh bien ça sera permis. Les premiers qui ont commencé à exagérer, eux ont fait un Gnevada parce qu'on ne savait pas au début, les premiers Tunisiens, quand ils sont sortis de leur caverne en Tunisie. D'accord? On ne savait pas que c'était qu'ils exagéraient, d'accord? Mais une fois que maintenant c'est appris, eh bien il n'y a pas d'interdit. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend par exemple, si par exemple je vais prendre un paquet de, je sais plus, quelqu'un m'a dit quoi, les Bisli ou je sais pas exactement quel truc, il y a un tout petit peu dedans dans un grand paquet. Alors comme ça, le problème c'est que quand je vois un grand paquet, ça me donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Et quand j'en vois un petit peu, il y a que Nevadat. Pourquoi? Parce que je pensais acheter beaucoup. Et en fait, parce que le paquet me criait dessus, ah mais regarde, en fait il y a beaucoup, en fait il n'y en a pas beaucoup. Il y a que Nevadat. Mais si c'est l'habitude de tous les gens qui vendent cette chose-là, tous les paquets de chips qui sont comme ça, qu'il y a un petit peu dans un grand paquet, et bien dans ce cas-là, je vais revenir que c'est le minag qu'une personne, lorsqu'elle achète un grand paquet de chips, elle sait qu'en fait il n'y a que 100 grammes dans un grand paquet de chips, et dans ce cas-là, il n'aura pas d'interdit il n'aura pas d'interdit
à vendre dans un grand paquet comme tout le monde, parce que au fond, je suis juste en train de faire comme tout le monde, la personne est au courant de ce qui se passe, mais les premiers qui ont fait ça, eux ont transgressé un interdit. Ok, alors si déjà on parle de ça, ok, alors passons à la page suivante. Ça c'est une chose importante aussi. Il pose la question, est-ce que lorsque je fais une négociation, ai-je le droit de faire croire au vendeur qu'en fait je ne suis pas très intéressé par son produit? Parce que si je dis, oh là, c'est génial, là, c'est super ce produit, etc., bah, il va comprendre que c'est lui qui a la main forte, et donc j'aurai du mal à négocier. Donc je lui fais, oh oui, non, ce produit, ouais, non, ok, dites-moi, mais je sais pas trop, ça m'intéresse pas trop. Est-ce que j'ai le droit? Alors, il dit la chose suivante, il dit, regarde, on apprend ça de Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a été acheté le caveau pour entraîner sa femme, à Ephron, à Marpella pour entraîner sa femme Sarah, il n'est pas venu en lui disant oui bonjour je veux un caveau pour ma truc, il a dit oui je voudrais bien un petit champ comme ça. Pourquoi? Parce que là il nous a appris derrière Eretz, il nous a appris comment est-ce qu'on va faire du business. Donc il n'y a pas de Gnevat Da'at là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de Gnevat Da'at? Parce qu'au fond je ne suis pas en train, je suis pas en train de tromper la personne. D'accord? Lui il veut venir utiliser des choses contre moi et je lui donne pas les outils pour venir m'attaquer. C'est la différence, elle est très très fine. Hein. Donc effectivement, il faudra poser la question à un Rav et n'hésitez pas à nous appeler aussi. Alors j'ai malheureusement pas toutes les réponses, mais je n'hésite pas à les transmettre à qui de droit en cas de besoin. Mais dans ce cas-là, nous dit, il n'y a pas de problème de Gnevat Da'at, parce qu'au fond, je ne suis pas en train de le tromper, de l'arnaquer, je suis en train, lui veut venir et profiter, entre guillemets, de mon intérêt pour venir me faire payer le prix fort, et bien au fond, je vais lui cacher cette chose-là, parce que, au fond, moi ça ne m'intéresse pas de payer le prix fort, et ça c'est vrai que je ne veux pas payer le prix fort, je veux payer le prix faible. Alors juste une petite question, une petite seconde, je change d'internet pour qu'on n'ait pas de soucis. Et qu'on puisse continuer bien. Alors, attendez une petite seconde. Je prends un montage. Excusez-moi, je branche juste ce qu'il faut brancher. Super. Alors, excusez-moi, on continue. Alors, texte donc là, numéro 8. On revient sur le livre Les Chakmoucha qui va dire la chose suivante. Ok. Assur mehatora lehatot et akone betiv amekar ou bemechiru. C'est interdit de faire croire ou de tromper l'acheteur sur la qualité d'un produit ou sur son prix. L'interdiction de la Torah. Il va transgresser trois interdits. L'interdit de voler s'il ne le vend pas au bon prix, l'interdiction de Gnevat Da'at et l'interdiction de l'autonou. On pourra en parler, faire un cours là-dessus. Qu'on a un interdit de faire la peine aux gens, de faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux, et si on trace interdit. Im mat'e et akone betiva mekar ach gove mimeno mechir namour kefi shebemet tzchora zo shava gam bekar ou over alisson. On a dit que même s'il vend au vrai prix, vu que l'autre a l'impression de faire une bonne affaire, eh bien il aura transgressé. Par exemple, un bon exemple de ça, c'est le cas suivant. D'accord? Il y avait un monsieur qui avait une épicerie et il avait des boîtes de conserve. Chaque boîte de conserve coûtait 10 shekels. Et il voyait qu'il est impossible de les vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pris un caddie, il l'a mis devant avec un beau signe en gros, boîte de conserve, 5 pour 50 shekels. D'accord? Donc chacune coûtait 10 et il a dit 5 pour 50. Alors quand tu mets 5 pour 50, ça sous-entend que quoi? Qu'il y a une promotion. D'accord? Quand je le vends soit tout seul, soit en gros, soit en paquet, il y a un paquet de 1 et un paquet de 10, c'est sous-entendu que le paquet de 10 coûte moins cher à l'unité que le paquet de 1. Mais lui, il a fait, l'unité c'était à 10 et là, il a vendu 5 pour 10 shekels. Et il a vendu tout en une journée. Eh bien, c'est un cas de Gnevat Da'at. C'est un cas de Gnevat Da'at. Pourquoi? Parce que la personne pense acheter en promotion, alors qu'en fait, il n'achète pas en promotion, il achète au prix fort. D'accord? Et encore une fois, il l'a fait en plus avec volonté. D'accord? Il avait vraiment réfléchi à son coût. Et dans ce cas-là, il aura une interdiction de Gnevat Da'at. D'accord?
Donc par exemple, un cas atypique de Gnevat Da'at, c'est de vendre des contrefaçons. D'accord? Si je vends un faux Gucci, d'accord, bah c'est comment? Parce que la personne croit qu'il est en train d'acheter de la marque alors que c'est pas vrai. La reine Bechol Mikri Shel Mekar Shesh Bo Mum, Chova Leodia Lakoar. Et là, Imken Umum Galou Shel Lokar Yiré Oto Meatzmo. Donc encore une fois, s'il y a un défaut dans ma marchandise, je dois le dire absolument à l'acheteur, à moins que ce soit quelque chose qui soit visible de façon claire à l'œil nu. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'aura pas, je ne suis pas obligé de lui dire. Pourquoi? Parce que il va le voir, d'accord? Donc ça se voit. Mais il faut être sûr que cette chose-là est visible de façon assez tellement claire que c'est sûr qu'il va le voir. Parce que si j'ai un doute de voir ce qu'il va le voir ou pas le voir, et bien dans ce cas-là, je serai obligé de lui dire. Ok. Astar Begamim. En nitzvoa kelim yeshenim kede shiyaru kechadashim ou kede lastir begamim shebahem vegam im imkerem beme. Donc il dit, je n'ai pas le droit, on a déjà dit, de peindre des choses vieilles pour leur faire croire qu'ils sont neuves. Mais par contre, j'aurai le droit de les peindre comme des choses neuves qui ont été repeintes. D'accord? Et encore une fois, il y a un appartement. Il y a un appartement qui est neuf, qui a été tout refait à neuf. Il y a ce qu'on appelle en Israël, on appelle qu'il est Meshupat. Meshupat, il a été refait à neuf. Je sais pas exemple c'est le mot en français. Donc il a été, comment on dit, il a été, le mot en français m'échappe, d'accord? Meshupat, on a fait les travaux. D'accord? Donc, si j'arrive et que c'est clair que cette chose-là n'est pas un appartement neuf, on voit que c'est pas un appartement neuf, mais c'est un appartement vieux retapé, bah, je préfère acheter un appartement vieux retapé qu'un appartement vieux pas retapé, et j'aurai le droit de le vendre comme un appartement, le prix d'un appartement vieux retapé, et même les travaux peuvent être inclus dans le prix, parce que, au fond, la personne rénovée, merci pour le mot, un appartement rénové, eh bien, il peut être content que l'appartement soit rénové, il est prêt à payer plus d'argent parce que l'appartement est rénové. D'accord? Ok. Si, par contre, le défaut est un défaut qui est tout petit, qui n'est pas quelque chose qui intéresse les gens, qui n'est pas une raison d'annuler la vente, qui n'est pas un truc qui change le prix, etc. Dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de lui dire. Je ne suis pas obligé non plus de passer au microscope tous mes trucs pour dire, ah tiens, regarde là, il y a un mini truc comme ça, etc. Tout va dépendre, d'accord? Si je vois un vêtement, s'il y a une tache dessus, quand j'achète un vêtement neuf, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de tache. D'accord? Mais si en fait on a passé au microscope, on a vu que le col droit n'est pas exactement au millimètre comme le col gauche, au fond c'est peut-être un défaut, mais c'est un défaut qui intéresse a priori personne. Dans ce cas-là, je ne serai pas obligé de le dire. Ok, ça, une chose importante, le Gnevat Da'at dans la publicité. Pirsomet amat et abriot, vegoremet laem lachlit liknot al smach meda shena meti, ari Gnevat Da'at. Si je fais une pub qui va faire que les gens vont acheter sur une donnée qui est fausse, eh bien il y a le problème de Gnevat Da'at. D'accord? Par exemple, moi j'ai vu, je voulais acheter des livres de Torah pour apprendre les lois de Gnevat Da'at. Je vais sur un site internet, un site qui vend des livres de Torah. Et sur toutes les pages, il y a écrit le prix du livre. Il y a par exemple un prix 2200 shekels barré 1950. Sur toutes les pages, il y a un prix barré et un autre en dessous. Sauf que ces prix barrés sont là tout le temps et tu reviens 6 mois plus tard, c'est encore les mêmes, c'est sur toutes les pages, tous les trucs, etc. En gros, il te fait croire qu'il y a un prix, d'accord, il y a une promotion, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de promotion. Par exemple, ce sera interdit d'une personne qui a des promotions de venir dire, par exemple, ok, je vais baisser en fait le prix que de 5%. Mais je vais marquer un ancien prix qui est en fait 50% au-dessus du prix auquel je le vends vraiment aujourd'hui. Et à ce moment-là, donc je fais croire à une personne que je l'ai fait descendre de ce prix très élevé, alors qu'en fait c'est pas vrai. Je l'ai fait juste descendre juste de 5%. Dans ce cas-là, il y a un interdit parce que je fais croire à quelqu'un qu'il y a une promotion alors que ça n'est pas vrai. S'offrir à mefarsem chez umocher bemechirim azolim biyoter ba'ir ve'en ze nachon arez Gnevat Da'at. Si tu fais croire, dire ici les prix les moins chers de la ville alors que c'est pas vrai, eh ben tu as un problème de Gnevat Da'at parce que la personne elle vient en disant bah de toute façon c'est le moins cher alors qu'en fait c'est pas vrai. Ah, ça c'est très important. Un journal qui est reconnu comme un journal, qui est censé être un journal objectif, d'accord? Je sais pas exactement si ça existe aujourd'hui, mais c'est un journal professionnel, j'en sais rien, je vous le donne au passage, Le Monde, Le Figaro, Libération, d'accord. On s'en fiche, droite, gauche, au centre, etc. Ça ne change pas. C'est un journal qui est censé faire son travail de journaliste. D'accord? Et au sein de ce journal, il va y avoir un article où on va dire, au milieu d'un article, les cours de Ethan Galam sont les meilleurs cours du monde. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page WhatsApp. Je vous enverrai le lien pour vous abonner à la page WhatsApp.
etc. C'est super, même vous pouvez sponsoriser les prochaines vidéos de la pensée business, etc. D'accord, donc les gens disent ça, tu vois, attendez quand même, le Figaro pense que c'est super, alors je vais aller voir. Super. Sauf qu'en fait, le Figaro, il pense pas que c'est super. Moi, j'étais voir le Figaro et je leur ai dit, écoutez, s'il vous plaît, faites un article sur moi et je vous donne 10 000 euros. Et vous faites un article sur moi. Dans ce cas-là, il y aura un problème de Gnevat Da'at parce que les gens pensent lire, parce que c'est une donnée qui est une donnée journalistique, qui est objective, alors qu'en fait, c'est une publicité. Dans ce cas-là, ils sont obligés d'écrire publicité, contenu sponsorisé. D'accord? Et le cas où ça se passe beaucoup, c'est aujourd'hui qu'on va utiliser les influenceurs pour faire de la publicité. A priori, ils jouent un peu sur le fait de dire qu'en fait, ils ne sont pas en train de te vendre des choses, ils sont en train de te parler de produits qu'ils aiment. Mais en fait, ils s'en fichent du produit. Juste, c'est ceux qui l'ont payé le plus cher, ils vont le vendre. Donc, si par exemple, il y a une dame qui est une influenceuse, d'accord, et qui va parler d'une crème, une crème de beauté. Ok, mais en fait, elle s'en fiche de cette crème de beauté. Elle l'utilise pas, elle n'en a rien à faire. C'est juste que la marque de la crème de beauté l'a payée pour en parler. Elle n'aura pas le droit de faire oh là là, cette crème de beauté, qu'est-ce qu'elle est super, etc. Même si elle est vraiment super, mais elle sera obligée de dire j'ai reçu de l'argent pour faire cette publicité parce que comme ça, les gens qui vont le regarder avec un regard de on essaie de me vendre quelque chose et pas avec un regard de je suis en train de parler avec une copine à moi qui est en train de me parler de ses produits de beauté. Ah, dernière chose très, très intéressante. J'aurai le droit de mettre en avant, si par exemple, il y a un produit, je ne sais pas, chez moi, par exemple, je vends les cuisines les moins chères de la ville. Mais il se trouve que la pause pour venir poser la cuisine est la plus chère de la ville. Eh bien, j'aurai le droit de faire une publicité en mettant je vends les cuisines les moins chères de la ville, bien que il se trouve aussi que la pause chez moi est la plus chère. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas menti, je n'ai pas induit forcément que ça, ce que j'ai dit est vrai, d'accord? Si je vends les pantalons les moins chers de la ville, même si je vends les t-shirts les plus chers de la ville, eh bien je ne suis pas obligé de le dire, d'accord? Donc, le fait de vendre le plus cher de la ville, c'est pas forcément un défaut, peut-être que la qualité elle est bonne, peut-être que mon emplacement est bon, c'est un fait, je ne suis pas obligé de venir le crier sur tous les toits, d'accord? Si une personne veut vérifier, elle peut vérifier. J'ai évidemment pas le droit de lui faire croire que je suis le moins cher ou que je ne suis pas le plus cher dans la ville, mais j'ai le droit de ne pas en parler. Mais le fait d'être le plus cher dans la ville sur les t-shirts ne m'interdit pas le fait de mettre en avant le fait que je suis le moins cher sur la ville sur les pantalons. Et ça, c'est une chose qui est importante. Quand je lance un produit, souvent mon produit il est moins bien que les concurrents, etc. Mais rien ne m'empêche, même si mon produit il est beaucoup moins bien, rien ne m'empêche de dire mais mon produit est beaucoup moins cher. Et je ne suis pas obligé de dire qu'il est moins bien. D'accord? Ça va dépendre. Si c'est un défaut et que la personne pense, parce qu'elle connaît la concurrence, elle pense que mon produit fait la même chose que la concurrence et alors qu'il ne le fait pas, je dois lui dire. Mais si au fond, il fait ça, mais il se trouve qu'il y a des gens qui font de la meilleure qualité, moi je fais de la qualité moindre, je ne suis pas obligé de dire attention ici mauvaise qualité. D'accord? On sait qu'il y a différentes qualités, les gens savent, et dit par contre, regardez ici, on ne vend pas cher. D'accord? Pour toutes les poches, pour tous les portefeuilles. D'accord? Quoi qu'il en soit, la fête des petits prix. J'aurai le droit de faire des choses pour faire croire, enfin pas faire croire, mais là, pour mettre en avant une chose qui est bien sur mon produit, d'accord, même si au fond, il y a d'autres choses qui ne sont pas parfaitement sur mon produit. Règle générale, et par là on va finir pour aujourd'hui. Et après, j'écouterai vos questions si vous en avez, et je ferai mieux pour essayer de les répondre si j'en suis capable. Mais, règle générale est la suivante. J'ai le droit de mettre en avant les qualités, de mettre les bonnes choses, mais je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit qui va sous-entendre pour une manière ou pour une autre, même si je ne l'ai pas dit, mais d'une personne, parce que c'est l'habitude, parce que d'une personne, même une personne intelligente qui a fait ce qu'elle avait fait, mais elle va croire qu'il y a certaines choses qui n'y sont pas. Je n'ai pas le droit de cacher des défauts. J'ai le droit de mettre en avant des qualités, et s'il y a un défaut, non seulement je vais pas les cacher, mais je devrais le dire à l'acheteur, si je ne le fais pas, je transgresse l'interdit de Gnevat Da'at. Tout de suite, vos questions, chers amis, si vous en avez. Vous pouvez enlever, je ne sais pas si vous pouvez enlever les micros. Enfin, remettre les micros, je vais faire ça tout de suite. Une petite question. Ou je sais pas, écrivez sur le chat et je vous unmute si vous voulez. Ou levez la main s'il y a des questions. Chers amis, levez la main, excuse-moi, voilà, ask-toi mute. Voilà, Raphaël, tu peux poser ta question, on t'écoute.
petite question. On est bien d'accord que la tricherie, c'est considéré comme du vol. Et du coup, en fait, j'ai pas très bien compris la question qui a été posée ce matin. Parce qu'en gros, en fait, ce que j'ai compris dans le principe, c'est que comme tout le monde trichait, donc j'ai le droit de tricher parce que c'est un classement et donc je dois être au même niveau que tout le monde. Donc en fait, je dois être un peu plus fort dans la triche. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette notion de dire comme tout le monde le fait, donc je fais un travail et la majorité des gens, c'est des voleurs, alors moi aussi je dois être un voleur. Non. Ça m'a pas. Non. Alors, merci parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre. La vérité, c'est qu'après l'avoir dit, j'ai regretté de l'avoir dit, pas parce que c'est pas correct, mais parce que c'est très fin et que ça peut en donner. Donc merci beaucoup de poser la question. La chose est la suivante comme ça. Si les gens trichent, ça ne donne pas le droit de tricher. D'accord? Le fait que tout le monde soit des voleurs, ça ne donne pas le droit de voler. D'accord? Mais la question qui est, c'est qu'est-ce qui va s'appeler entre guillemets être un voleur ou pas être un voleur? Je m'explique. D'accord? Il y a dans toute relation humaine des choses dites et des non-dits. D'accord? Par exemple, si je vais être employé dans une société, bien que mon contrat dit que je suis censé travailler de 8h à 17h, c'est un accord tacite entre toutes personnes que j'ai le droit de prendre une pause café. À moins qu'on ait dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle minhag hamakom. Minhag hamakom, l'habitude de faire, ça veut dire que tant qu'on n'a pas dit le contraire, on va selon la façon habituelle d'un rapport employeur-employé. La façon habituelle d'un rapport employeur-employé est qu'on a le droit d'un moment pour déjeuner et qu'on a le droit de faire le minimum, c'est-à-dire je ne vais pas prendre une pause café dans la journée 5 minutes. Si je vais aller au-delà des 5 minutes, alors c'est à moi de demander la permission à mon employeur, sinon c'est du vol. D'accord? Mais tant que je dépasse pas ça, eh bien en fond je suis dans l'accord tacite, même s'il ne me l'a pas dit clairement, tu as le droit de prendre une pause café. C'est connu que dans la majorité des boulots, quand je travaille toute la journée, c'est d'habitude qu'on peut prendre une pause café. Donc là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que étant donné que c'est une situation dans laquelle tout le monde est chez lui, d'accord, et que c'est connu, encore une fois, ça faudrait regarder entre la réalité sur le terrain, mais ça me paraît évident, encore une fois, lui, celui qui a ramené la question, il le posait comme une évidence, et ça me paraît évident, c'est-à-dire les professeurs ne sont pas des idiots, que si tu laisses des étudiants ensemble faire un truc en ligne, et qu'en plus tu leur dis rien à ce sujet, qu'ils vont, même si officiellement la règle officielle de toujours c'est qu'un truc comme ça, tu n'as pas le droit de partager, de le faire avec les autres, si tu leur dis rien, eh bien, il va y avoir des gens qui vont tricher, qui vont partager les réponses, sachant encore plus que tu vois bien qu'il y a plein d'universités qui font des trucs, des efforts pour que ça n'arrive pas. D'accord? C'est comme le plagiat quand tu dois rendre des devoirs. Maintenant, il y a des outils qui font pour vérifier, de regarder s'il n'y a pas des similitudes entre les différentes copies ou avec d'autres choses sur Internet, etc. Donc ça pour dire que en ne disant rien à ce sujet, alors que je sais que c'est un appel entre guillemets à la triche, le professeur qui fait l'examen est en train de dire, écoutez les amis, si maintenant vous me demandez de vous écrire une lettre officielle de dire est-ce que vous avez le droit de faire tout le truc ensemble, je ne peux pas vous la faire. Mais au fond, on a compris que cette année, les examens, c'est un peu compliqué, ça veut un peu rien dire, etc. Donc on est obligé d'en faire et la réalité, elle est comme ça. Et voilà, j'entends que c'est quelque chose qui est un peu fin, mais l'idée n'est pas de dire que comme les autres volent, j'ai le droit de voler, mais c'est de dire que, étant donné que c'est comme ça que ça marche dans ce truc-là, et que la personne va décider de jouer le jeu, eh bien, au fond, c'est ça l'accord tacite entre nous, que ça ne s'appelle pas du vol, c'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. Est-ce que ça aide un peu, ça clarifie? Ouais, je comprends. Ok, mais c'est extrêmement fin. Évidemment que dans un truc comme ça, il faut aller. En gros, si j'ai compris, c'est que l'école, en fait, en ne prenant pas de précautions, à l'évidence, est d'accord avec ce principe. Elle est d'accord, peut-être que dans l'absolu, elle voudrait pas, mais elle sait que c'est comme ça et elle peut rien faire vraiment contre. Et entre guillemets, elle décide de dire bah écoute, ce contrôle, il va être fait comme ça et on est au courant et c'est comme ça. Donc lui, entre guillemets, en ne voulant pas faire ça, bah il est en train de. Il se trouve qu'en plus c'est le cas, c'est quelqu'un pour qui vraiment c'est quelqu'un qui est marié, pour lui de redoubler son année, c'est un coût dans sa vie qui est extrêmement lourd, mais indépendamment de ça, parce que ça change rien, d'accord? Mais au niveau de la loi. Mais étant donné que s'ils n'ont pas dit, ils n'ont même pas envoyé un mail pour dire nous rappelons que les examens doivent être faits tout seuls, ça veut vraiment dire qu'au fond, bah, ils sont au courant, ils acceptent que c'est la réalité, que cet examen il sera fait de façon un peu particulière et quand on donne le droit et de mal à saute, on peut rien y faire. Ok, très bien. Et j'ai une deuxième question si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que on parlait tout à l'heure des contrefaçons,
de mentir sur la marchandise. Est-ce qu'on a le droit d'acheter la contrefaçon? Par exemple, je sais pas moi, un sac, une montre qui fait penser à une grande marque. Et en fait, du coup, quand on va l'acheter, on sait que c'est pas la grande marque, on est conscient que c'est pas la grande marque, c'est pour ça qu'on va payer moins cher. Mais on l'a acheté parce que la grande marque a fait tous ces efforts publicitaires. Est-ce que nous, on aurait le droit d'acheter? Alors, il faut regarder. Il y a plusieurs choses. Il y a un problème de dina des malchouta dina. La règle du pays. La règle du pays, a priori, interdit d'acheter des contrefaçons. Donc déjà, à cause de ça, il y a déjà un problème. C'est une première chose. Deuxième problème qui peut y avoir, c'est de dire que peut-être en volant le trademark des choses qui sont protégées par l'autre, la société de luxe, d'accord, eh bien, la personne qui vend les contrefaçons est un voleur. Et il y a une règle, il faut savoir que celui qui profite de l'objet d'un vol est lui-même considéré comme un voleur. D'accord? Donc, à cause de ces choses-là, il faudrait regarder, est-ce que au niveau des lois de la Torah, la question de la contrefaçon et on va dire le trademark de pouvoir mettre comment dire, excusez-moi, mon français m'échappe, mettre une sorte, pas une patente, de mettre comment ça s'appelle, mon français, non, quelqu'un peut m'aider, peut venir à mon secours, de mettre quand on met un petit C dans les trucs, c'est quoi? C'est un copyright. Un copyright. Bon, de mettre un copyright au niveau de quelque chose qui n'est pas un truc physique, mais qui est une idée ou un modèle, etc. Il faudrait regarder, quoi qu'il en soit, a priori, étant donné que c'est un nom déposé ou de déposer quelque chose, d'accord? Il faudrait regarder au niveau de la halakha quel statut ça a. On pourrait faire un cours entier là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, étant donné que c'est interdit d'après la loi du pays, de toute façon, ce serait interdit d'acheter vu que je transgresse la loi du pays. Ok, parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, j'essaie juste de vous mettre pour vous voir tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un truc qui s'appelle lever la main. Si vous voulez, comme ça je vous donne la parole et vous écrivez sur le chat. Non? Ah oui, excusez-moi, oui. Je vous écoute. Benjamin, tu nous entends? J'ai mis... Ouais. Oui, hello, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai écrit la question. En gros, je me posais la question, est-ce que le fait de détourner une idée de business, qu'il soit sur le marché ou en développement, est-ce que c'est considéré comme un vol, Gnevat Da'at ou pas par la Torah? Alors déjà, ce ne serait pas un Gnevat Da'at, ce serait la Gneva tout court. D'accord? Parce que je ne suis pas en train de lui faire croire quelque chose, je suis en train de voler quelque chose qui aurait de la valeur et l'utiliser. Il faudrait voir si une idée, ça peut être... D'ailleurs, au passage, il faut savoir qu'une idée, je ne sais pas si une idée peut être déposée. D'accord? En droit, non. Donc ça, c'est une chose. En droit, la Torah, c'est encore plus compliqué de venir déposer une idée. Quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas un problème stricto sensu de vol, il y a une autre souga dans la Gemara qui s'appelle Ani Ameafer Becharara. C'est quoi? Une personne qui va se fatiguer pour mettre des choses en place. Et moi, je vais profiter de l'énergie qu'il a mise en amont pour venir lui prendre le deal sous le nez. D'accord? Ça, la Gemara nous dit qu'une personne qui fait ça est appelée un rachat. Donc, stricto sensu, il n'a pas transgressé un interdit, mais c'est un rachat. D'accord? Donc, il faudra encore une fois étudier, c'est toute une souga, on pourra faire un jour la souga de Ani Ameafer, toute la question aussi de la compétition. D'accord? Est-ce que j'ai le droit le droit à copier ce concept-là de la Torah, par contre. Pardon, quoi? Le droit à copier ce concept de la Torah, le fait de l'expression de dire de récupérer les efforts développés par quelqu'un pour mettre en place son business plus rapidement, ça par contre c'est condamné par le droit. Donc là, le droit à copier à la Torah là-dessus. Benjamin, je t'ai pas reconnu, je vois juste voilà. Benjamin, j'ai connu, je me suis dit mais vous êtes avocat? Et j'ai dit ah d'accord. Ouais. Donc effectivement, donc il va y avoir des questions, notamment, par exemple, je vous proposerai peut-être d'étudier ou ça ou les lois du mensonge pour la prochaine série de cours, mais notamment, par exemple, s'il y a un employé qui a été formé par une société, ils ont dépensé de l'argent pour le former, est-ce que j'ai le droit de venir et lui faire une offre pour venir le prendre chez moi alors qu'en fait, grâce à eux, il a pris l'expérience et maintenant je vais récupérer un employé avec l'expérience sur le dos des efforts investis par la société d'à côté.
D'accord? Donc il y a plein de questions comme ça. Donc il va falloir, donc effectivement, si quelqu'un vient me voir en confiance, de tromper la confiance d'une personne, de toute façon c'est quelque chose qui est répréhensible. Est-ce que c'est quelque chose qui est je vais transgresser un commandement de la Torah en le faisant? Pas forcément, il faudrait réfléchir, mais en tout cas c'est sûr qu'au niveau moral c'est quelque chose qui est répréhensible et qui n'est pas quelque chose de droit, et un juif il se doit d'être droit. Parfait. Ok. Merci. Génial. Sacha? Oui, bonjour, merci déjà Bonjour. pour le cours. Alors moi j'avais deux questions, juste une première question. Bon là ça me concerne typiquement, en fait moi je vends des produits financiers à des conseillers de gestion de patrimoine, donc dont leur métier on va dire c'est de vendre ces produits-là à leurs clients finaux. D'accord. Est-ce que moi j'ai une obligation, on va dire, d'expliquer, on va dire concrètement, on va dire oralement tous les points négatifs? Tous les points sont repris dans une documentation qu'on leur fournit. Mais est-ce que moi je dois mettre l'accent par exemple sur les indices avec lesquels on travaille ou pas, ou c'est son métier à lui de, on va dire, faire la sélection, sachant que c'est des clients professionnels? Alors ok, je comprends très bien la question. J'aurais des choses à dire là-dessus. Je préférerais soit qu'on fasse un cours juste là-dessus, soit poser la question, parce que encore une fois, là je prends vos questions et avec plaisir on réfléchit, mais je suis pas moi-même Moré Ora pour pouvoir trancher des choses comme ça, donc je voudrais pas vous induire en erreur. Mais juste des points de réflexion, mais ne prends pas ça comme de la halakha, d'accord? Juste pour réfléchir ensemble, qu'est-ce qui pourrait être problématique, éventuellement, si tu veux, contacte-moi après en direct et on posera la question directement à quelqu'un qui peut trancher là-dessus. Mais j'ai la chose suivante, c'est que le problème c'est quoi ici? Il y a un problème de l'ifné hiver Titan Mirchol. C'est que si tu vends un produit qui a de fortes chances d'être utilisé, c'est en gros les conseillers de gestion de patrimoine, eux sont beaucoup moins regardants que toi sur le fait d'expliquer tous les défauts et tous les risques. En le vendant au conseiller de gestion, bah, au fond, tu lui donnes les outils pour venir faire quelque chose qui est interdit, qui s'appelle de voler des gens ou de donner des mauvais conseils. Donc là, dans ce cas-là, il y aura aussi une différence à savoir qui est la personne, à qui il vend et dans quel cadre, d'accord? Mais parce que c'est pas la même chose de vendre. C'est pour ça que il y a le concept d'accredited investor, qui sont des gens qui sont censés comprendre les problématiques, qui sont censés être des gens qui sont accompagnés, qui sont censés être des gens qui vont vérifier les produits, etc. Donc, il faut aussi regarder, est-ce qu'il y a des lois autour de ça qui sont censées aussi protéger l'investisseur. Donc, aussi dans un certain cas, tu peux dire, moi, tant que j'ai rempli mon obligation vis-à-vis de la loi, la loi a été faite justement pour ça. Donc, tout va dépendre de qui que voit comment. Si tu veux bien, envoie-moi la question et on essaiera de faire un cours là-dessus pour essayer d'avoir un peu les derniers cas. Mais on va dire comme ça que d'un point de vue de pure Gnevat Da'at, d'accord, et du moment que je suis transféreur au passage, juste, ça reste dans quel pays? Tu es dans quel pays? France. En France. Bon, au niveau de la régulation, mais même c'est comme ça en France et dans tous les trucs, au fond, on a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut. Enfin, on dirait l'esprit de la régulation, il est toujours un peu comme ça. Tu fais ce que tu veux, tant que tu expliques clairement ce que tu fais, tu t'assures que ton client comprend dans quoi il s'engage, quels sont les risques et ce qu'il fait. Donc, si tu veux. Est-ce qu'il y a besoin de le spécifier à l'oral ou on va dire toute la documentation qu'on lui fournit, ça lui suffit ou pas? Encore une fois, tout va dépendre de la métiout, de ce qu'on a peint. C'est ce qu'on va dire, ça s'appelle El Maté et Tatsmo ou pas. Si c'est quelque chose que l'habitude des gens est de vérifier, alors dans ce cas-là, on dit on va partir du principe qu'il vérifie. Mais même si la loi dit qu'il doit vérifier, mais que l'attitude des gens est que personne lit ces trucs-là, c'est comme quand je te fais rentrer dans n'importe quel contrat, tu cliques, tu vas sur internet et tu dois passer 42 pages de disclaimer et à la fin tu fais OK. Alors là, on va dire non, c'est pas le cas parce qu'il y a quand même des zooms sur les avantages et les inconvénients de tous les produits qui est synthétisé en une page. Donc encore une fois, donc toi tu as fait le nécessaire pour que cette chose-là elle soit claire et voilà, donc tu n'es pas obligé de repasser un comme ça. Il me semblerait que tu ne sois pas obligé de repasser un à un sur cette chose-là, vu que de toute façon c'est clair, la personne s'il va vendre le produit, il va quand même regarder la présentation avant, donc c'est pas après en gros toi tu as fait ce qu'il fallait, tu as donné les éléments ils sont clairs. Si après lui il fait pas bien son travail, tu n'es pas obligé de lui dire attention, n'oublie pas que tu dois bien faire ton travail. Donc je pense pas qu'il y ait une obligation là-dessus, mais comme j'ai dit, je suis pas moi-même Moré Ora et éventuellement je poserai la question à quelqu'un qui peut trancher là-dessus. Mais comme ça me semble que tant que les choses sont là et pas là d'une façon cachée, mais là d'une façon vraiment ouverte, tu l'as fait une présentation jolie où on voit les risques, il n'y a pas de raison de devoir lui dire attention, pense bien à en parler à tes clients.
Ok, et deuxième question, là, c'est par rapport, on va dire, au prix de vente. Nous, on va dire, c'est assez particulier parce qu'on va dire, il n'y a pas un produit qui est équivalent. On va dire, chaque produit est spécifique. Ouais. D'accord. Mais en fonction qu'on réponde à un appel d'offres ou pas, le niveau de REM qu'on prendra pour nous n'est pas le même parce que c'est des fois des clients qu'on accompagne pendant un an. Et on va dire, il y a tout le travail, c'est nous qui l'avons converti à ce type de produit. Donc, en général, comme client, on est tout seul, mais on met un peu plus de front. Est-ce que ça, on a le droit, on n'a pas le droit, dans quelle proportion? Il faudrait regarder encore une fois. Ça, c'est une autre souga aussi qui est très avancée à l'intervention de ONA. On a dit on n'a pas le droit d'être 20%. Alors déjà il y a bon, on va dire, tu vas en France, le seul problème, ça sera la question de ONA. Tu n'as pas le droit d'être 20% au-delà de ton benchmark. La question c'est quoi ton benchmark? Je suppose il n'y en a pas en fait. Je suppose qu'il y a quand même un peu un benchmark, parce que même s'il n'y a pas des gens qui vendent exactement ce produit, il y a d'autres gens qui vendent des produits structurés, il y a d'autres gens qui vendent des produits financiers, et donc on sait un petit peu c'est quoi le chose. Donc toi tu peux dire, oui mais vu que moi je vends des trucs très compliqués, alors je vais être dans le cadre haute des gens qui vendent des trucs compliqués. Non, mais en fait la règle du marché parmi nos concurrents, c'est que si on n'est pas en compète, et en fait on a une marge max qu'on applique tous, quoi, qui est la marge légale entre guillemets. J'ai compris. Alors dans ce cas-là, c'est comme ça. Là, dans ce cas-là, c'est pas un problème de ONAA parce que le marché accepte ça. C'est ça le prix du marché entre guillemets, sur un truc comme ça. À condition de ne pas être en compétition, hein. J'ai compris. J'ai compris. Et écoute, tu sais quoi, je préfère te dire, je sais pas, et on fera un cours sur la ONAA. Et dans ce cas-là, je poserai cette question parce que vu qu'en plus pour toi c'est dans un cas concret, j'ai pas envie de te répondre une question concrète à quelque chose que je maîtrise pas, à 100%. Ok, merci. Tu m'excuses. Mais c'est une très bonne question. Hein, juste malheureusement, j'ai pas les compétences et là en ce moment, là tout de suite dans la tête pour te répondre d'un truc clair, de dire voilà tu fais A ou B. Ok, merci beaucoup. Ok. Quelqu'un, je vous mets juste le lien du groupe WhatsApp, comme ça vous permettrait aussi d'avoir mon numéro, tous ceux qui l'ont pas forcément. Et n'hésitez pas après, et ceux qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas et en cas de besoin, comme la question de Sacha, je transmettrai à des gens plus compétents que moi là-dessus. Et je vous donne rendez-vous a priori le prochain cours donc dans 2 semaines. On va essayer de faire un lundi sur 2. Je vous dis, je pense, soit sur les lois du mensonge, soit on fera un cours sur Dina de Malchuta Dina, sur comment est-ce que on doit se relationner aux règles du pays par rapport aux règles de la Torah. Comment est-ce qu'on regarde ça? Bon, vous voyez, j'ai pas de connexion internet, ça marche pas. Aussi, attendez une seconde. Pour vous envoyer le lien. Du coup, excusez-moi. Voilà, je vous le mets dans le chat. Voilà. Bonne soirée à tous. J'espère à bientôt. Merci, au revoir. Ciao.